bienvenue dans Mediapro, votre rendez-vous de décryptage médiatique. Alors ce soir, nous mettons en lumière 3 sujets brûlants. D'abord, capture Gaza, où la famine s'ajoute à l'horreur, une tragédie humanitaire qui choque une partie de la planète, mais qui peine encore à mobiliser certains décideurs. Les chiffres sont accablants, des ONG parlent de plus de 900 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë. Ensuite, nous reviendrons sur les crispations que provoque la reconnaissance prochaine de l'État de Palestine en France, avec une extrême droite vent debout contre la décision du président Macron, alors que le ministre de l'Intérieur sème la division au sein du gouvernement. Et puis enfin, nous vous parlerons d'un sujet profondément algérien et résolument tourné vers l'avenir. Comment les films d'animation deviennent un outil puissant pour préserver et transmettre la mémoire nationale, avec notre invité de ce soir, Amine Bekkay, cofondateur du Hub 613, qui nous rejoindra en dernière partie d'émission. Voilà donc 3 séquences, 3 angles et un seul objectif, comprendre comment l'actualité se fabrique, s'interprète et parfois se manipule. Mediapro, c'est tout de suite. Et pour décrypter ces actualités, j'ai l'honneur d'avoir avec moi sur le plateau Faisal Mottaoui, rédacteur en chef de la rédaction francophone et bien sûr fidèle chroniqueur de l'émission. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nalimane, bonsoir aux amis. Et de l'autre côté de la table avec nous, Sofiane Baroudi, notre journaliste spécialiste des questions internationales. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Nalimane. Alors, sans plus tarder, comme vous le savez, l'actualité brûlante en ce moment, c'est bien l'ampleur de la famine que prend la famine à Gaza, une enclave où la malnutrition, en plus des bombardements, est devenue l'une des principales causes de décès, en particulier chez les enfants. Faisal, les hôpitaux de Gaza ont fait état ce dimanche de 6 décès, dont 2 enfants en seulement 24 heures par cause de malnutrition. On y voit là une stratégie délibérée de la part de l'entité sioniste qui exerce un siège total sur la bande. Absolument, la famine est devenue une arme de guerre. L'entité sioniste utilise la technique barbare, une ancienne technique barbare, c'est d'affamer la population pour la remonter contre le mouvement Hamas, qui est le mouvement de résistance palestinien. Visiblement, l'armée la plus immorale du monde, qui est l'armée sioniste, qui avec tous les moyens qu'elle a, n'a pas pu venir à bout de la résistance palestinienne, donc elle remonte la population, elle tente de remonter la population civile, elle utilise les civils pour donc affaiblir le mouvement Hamas, qui n'affaiblit pas malgré toutes les attaques, etc. Et aujourd'hui, 2,2 millions d'habitants de Gaza qui sont parqués dans des endroits très exigus, qu'en plus d'être bombardés quotidiennement, parce que vous savez qu'au moins aujourd'hui, il y a eu plus de 50 morts donc, à Gaza. Les bombardements sont fréquents, ils sont quotidiens, on cible directement les civils. En particulier dans les camps de déplacés. Voilà. Dans les camps de déplacés, etc. Mais également, et ça c'est une technique qui est honteuse, qui a été dénoncée par plusieurs ONG, parce que vous savez que cette semaine, il y a au moins 100 ONG, organisations non gouvernementales, qui ont dénoncé la famine, qui ont dénoncé ce qui se passe à Gaza. L'autre technique, c'est qu'on rassemble, quand les gens se rassemblent pour essayer de récupérer de la nourriture, parce que la nourriture maintenant est dirigée par une fondation qui s'appelle GHF, une drôle de fondation qui utilise des mercenaires armés et qui tire sur la population. Une fondation américano-sioniste. Oui, absolument, parce que les personnes, les enfants, les jeunes, les moins jeunes se rassemblent avec des récipients pour récupérer un peu de soupe ou un peu de riz. Dès qu'ils se rassemblent, on ouvre le feu sur eux. C'est plus criminel que ça, plus barbare que ça, plus sauvage que ça. Est-ce que vous avez vu ça dans l'histoire? En plus, ces points de partage des aides, ce qu'ils appellent des aides, ils ouvrent uniquement pour quelques minutes. Le journal The Guardian, le journal britannique, a fait une enquête où il rapporte que ces centres ouvrent de 8 à 11 minutes. Donc les plus forts, ceux qui peuvent arriver à avoir de la nourriture, non. L'autre, les plus faibles, ne peuvent pas l'avoir, et c'est pour ça qu'il y a des morts de la famine. Vous avez vu ces images de bébés, d'enfants rachétiques, avec presque cadavériques. J'en parlais avec Sofiane tout à l'heure avant l'émission, une qui ont fait le tour du monde, notamment parce que maintenant la presse occidentale s'est enfin réveillée et découvre l'ampleur des dégâts, l'ampleur de la barbarie sioniste soutenue par certains pays occidentaux. Des journaux comme The Daily Express ou The Guardian ou Libération en France, L'Express en Grande-Bretagne, Le Devoir au Canada,
et les journaux de l'humanité en France ont rapporté et montré ces photos. Le Daily Express disait pour l'amour du ciel, faites arrêter ça. Donc il y a une conscience, une prise de conscience à l'international. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'ONG qui organisent notamment ces derniers jours beaucoup de manifestations avec le mouvement des casseroles. On frappe sur les casseroles et les récipients pour attirer l'attention, y compris devant certaines ambassades, attirer l'attention sur cette situation à Gaza. Et donc c'est une situation qui a dépassé tout ce qu'on peut imaginer comme barbarie, comme sauvagerie à l'égard de la population civile qui est toujours en danger. Sofiane Baloudi, un réveil des médias occidentaux qui s'est longtemps fait attendre. Je pense qu'il s'agit plutôt d'un cas de conscience parce que concrètement, la situation qui est vécue par le peuple palestinien et via, si vous voulez, la perpétuation d'opérations génocidaires qui durent depuis presque 2 ans, commence à devenir vraiment intolérable et inassumable, y compris pour certains médias qui étaient du côté de l'entité sioniste, qui défendaient les thèses qui étaient défendues par le régime fasciste de Benjamin Netanyahou, mais qui n'arrivent plus, si vous voulez, à tenir cette rhétorique et à tenir un argumentaire qui est en réalité un soutien d'une situation et d'une politique complètement infâme qu'on n'a jamais vue et qui rappelle les heures les plus sombres de l'humanité. C'est-à-dire que Gaza est passé d'un camp de concentration à un véritable camp de la mort. Il y a eu certains qui ont osé même faire des comparaisons avec notamment tout ce qui était les camps de concentration lors de la Deuxième Guerre mondiale. On se rappelle par exemple de Thierry Ardisson, un célèbre animateur et journaliste français qui en avait parlé, qui a dit directement Gaza c'est Auschwitz, et qui s'est fait vilipender par les soutiens de l'extrême droite sioniste, notamment qui pullulent sur les plateaux et dans les rédactions en France. Mais on remarque vraiment qu'il y a une situation qui n'est plus assumable, y compris pour les réseaux droitiers et les réseaux d'extrême droite en Europe et aux États-Unis, qui font face à une pression très forte de la part de leur base et de la part de l'opinion publique internationale, qui est vraiment très très indignée par ce qui se passe, surtout qu'il y a beaucoup d'images qui remontent et il y a beaucoup d'images qui choquent l'opinion publique profondément. Normalement, il devrait y avoir une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a prouvé son impuissance malheureusement à stopper cette infamie, à stopper ce génocide, malgré les poursuites contre les criminels de guerre et Benjamin Netanyahou, son ancien ministre de la guerre et d'autres, malgré le fait que les crimes contre l'humanité soient vraiment documentés. On a aussi vu par exemple l'agence France Presse qui a dénoncé le fait que ces journalistes souffraient eux-mêmes de famine. On rappelle aussi qu'il y a plus de 200 journalistes qui ont été assassinés lâchement par l'armée d'occupation sioniste. C'est un crime de guerre sans nom. Mais même s'il y a une telle indignation, on remarque aussi que la politique expansionniste et colonialiste israélienne continue. On a par exemple récemment noté que la Knesset a plébiscité une décision pour l'annexion de la Cisjordanie occupée, qu'il y a encore des agressions et des violations du cessez-le-feu sur le sud Liban, qu'il y a aussi une ingérence qui est scandaleuse en Syrie via l'attaque du sud syrien et aussi des tentatives d'expansionnisme pour, si vous voulez, arriver à atteindre l'objectif du plan du fameux Grand Israël. Il y a aussi des pressions énormes contre l'Égypte. D'ailleurs, le Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou a même essayé de jeter la responsabilité sur l'Égypte du fait que les aides humanitaires n'arrivent pas à parvenir à Gaza. Or, on sait très bien que c'est la partie sioniste qui empêche depuis le début l'acheminement des aides humanitaires nécessaires, même en violation des résolutions des Nations Unies. Il y a une résolution qui a été votée il y a plus d'1 an, mais qui n'a jamais été respectée, celle qui ordonne normalement l'acheminement des aides humanitaires et des aides médicales d'urgence. Il faut aussi rappeler que les travailleurs humanitaires qui sont censés être les principales chevilles ouvrières pour porter assistance aux populations fragilisés, très fragilisés à Gaza, sont eux-mêmes la cible de l'armée d'occupation. On dénote plus de 1000 assassinés dans les ONG et les organisations humanitaires, même celles affiliées à l'ONU. Du coup, je pense qu'on est vraiment dans une situation qui est charnière et on voit la naissance d'un nouveau régime qui est un régime barbare et qui augure de tristes jours pour l'humanité, parce que ce qui se passe à Gaza pourra demain ou après-demain concerner d'autres régions du monde. Il y a une complicité internationale, du moins de certains régimes, parce que c'est pas les opinions internationales, vous savez, ils sont en train de manifester un peu partout en Europe, en Amérique, en Asie et partout, pour dénoncer ce qui se passe, pour montrer ce qui se passe. Il y a les gouvernements aussi qui commencent à dénoncer. Bien sûr, il y a des gouvernements, des États, y compris des alliés ou supposés alliés de l'entité sioniste, comme la Grande-Bretagne, le Canada et la France dernièrement. L'Allemagne reste toujours silencieuse sur ce qui se passe. L'Allemagne, peut-être qu'elle a conscience qui n'est pas tranquille, tourmentée par rapport à la Deuxième Guerre mondiale avec ce qui s'est passé avec l'Holocauste.
Et entre parenthèses, l'Allemagne est le deuxième pays après les États-Unis qui soutient Israël. C'est un pays qui a vendu des sous-marins, il a vendu des armes, il a vendu des navires, il a construit des usines. Donc peut-être que l'histoire jugera également ce pays pour son attitude, comme il jugera certains journalistes, certains penseurs qui viennent sur les plateaux, notamment en France, défendre les thèses israéliennes, défendre ce qui se passe, nier, parce que les images que Al24 diffuse, que vous-même vous présentez dans votre journal d'Al-Iman, c'est des images que vous ne trouverez pas ces images ailleurs dans le monde, et du moins en dehors des pays arabes, des pays musulmans ou certaines télévisions de Chine ou de Russie ou d'Iran. On veut cacher la vérité, une vérité qui est devenue flagrante là. Même des journaux comme le Daily Express, que j'ai cité tout à l'heure, qui est un journal de droite conservatrice, qui a montré qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Heureusement que l'opinion publique n'est pas dupe, Faisal. Absolument, parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce que les gens montrent des petites vidéos. C'est vrai que Sophie a parlé des journalistes de l'AFP, l'agence France Presse, la société des journalistes de cette agence internationale ont dénoncé ce qui se passe, parce que les journalistes eux-mêmes sont touchés par cette famille. On a vu aussi un journaliste de l'AFP avait été bombardé dès le début. L'AFP a été critiquée dès le début. Pourquoi elle parle pas, elle n'ose pas, parce que l'AFP, pourquoi elle n'écrit pas Hamas, mouvement terroriste? Parce que pour les sionistes, c'est un mouvement terroriste, pour nous, c'est un mouvement de résistance. Et donc, l'attitude maintenant des médias, ce retournement de l'opinion, etc., est en train d'agacer l'entité sioniste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait semblant d'ouvrir un peu le passage de la Rafah pour faire entrer quelques camions, parce qu'il faut rappeler que les camions, à un moment donné, étaient eux-mêmes bombardés par l'aviation sioniste pour empêcher donc l'arrivée. On avait eu même quelques citoyens, entre guillemets, sionistes, essayer d'empêcher aussi l'entrée des camions vers l'enclave palestinienne. Je parlais tout à l'heure de cette fondation qui s'appelle la Fondation humanitaire de Gaza, GHF, qui serait de nationalité suisse. Cette agence, à mon avis, criminelle, devrait être aussi traduite devant la Cour pénale internationale et ses responsables et ceux qui l'ont créée aussi. Parce que cette agence a été créée pour bloquer l'aide humanitaire qui était dirigée par l'ONU, parce que le régime de Netanyahou a tout de suite attaqué l'ONU. Même l'ONU n'a pas échappé à sa vindicte, reliée évidemment par certains intellectuels de la terreur terroriste également dans leurs réflexions. Je citerai Bernard-Henri Lévy, entre autres. Cette fondation qui rassemble les gens pour les tuer et agit également comme une organisation mafieuse. Ce qui est drôle, c'est que l'entité sioniste continue de nier en bloc le fait qu'il y ait une famine à Gaza en stipulant que les aides passent, qu'elles sont parachutées. Or, il faut noter que ces aides qui sont parachutées tombent sur les Palestiniens et commettent des massacres, Sofiane. En fait, il s'agit, à mon avis, d'une stratégie qui est réfléchie. C'est-à-dire que même la famine est organisée. C'est une stratégie qui existe déjà anciennement. Ça a été utilisé dans les pires moments de l'histoire. Mais il faut rappeler le vrai objectif de l'entité sioniste. Le vrai objectif, c'est le déplacement forcé de la population palestinienne de Gaza et aussi le déplacement de la population palestinienne de la Cisjordanie occupée. Comme je le disais tout à l'heure, la Knesset a déjà acté, si vous voulez, quelque chose qui était connu, c'est-à-dire l'annexion de la Cisjordanie. L'idée, c'est de supprimer complètement toute velléité pour la naissance d'un État palestinien. C'est ça la réalité des choses. Et on remarque qu'il y a aussi une stratégie d'expansion au-delà des frontières de la Palestine historique. On voit ce qui se passe dans le sud de la Syrie, dans les régions notamment qui sont à majorité ou alors à forte population druze. Il y a eu déjà une intervention militaire et une agression militaire sioniste contre ces régions. On voit qu'il y a aussi une perpétuation de l'occupation de zones dans le sud Liban et éventuellement aussi des velléités sur le Sinaï égyptien. Et cette stratégie, elle est là depuis au moins 50 ans. Et on sait que l'objectif de Benjamin Netanyahu depuis qu'il est au pouvoir, c'est-à-dire depuis 30 ans, c'est aussi d'arriver vers le Grand Israël et d'essayer de supprimer complètement toute existence arabe, palestinienne, musulmane et même chrétienne dans cette région-là. À mon avis, la famine fait partie malheureusement de ce plan sordide et l'entité sioniste arrive à l'assumer devant l'opinion publique internationale, ce qui fait vraiment quelque chose de très 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 infâme. Et même les alliés les plus proches, comme le disait Faisal, commencent vraiment à être embarrassés par cela. On a cité la Grande-Bretagne, on a cité la France, il y a aussi les États-Unis, où l'opinion publique... Sauf bien tous ceux qui sont en train de soutenir le régime sioniste
criminels de Netanyahou, un jour ou l'autre, ils vont être traduits en justice, y compris parmi les intellectuels, et parmi les écrivains, parmi les artistes. Pour complicité de génocide. C'est un complicité de génocide, parce qu'il y a les conventions internationales qui sont là, parce qu'aujourd'hui, on sent que l'antisémitisme penserait qu'elle est forte et qu'elle est soutenue par les États-Unis, mais cela ne va pas durer. Parce que le crime, l'ampleur du crime est devenue si criarde, si visible, qu'il n'est presque plus possible de cacher le crime parce qu'on a nié. Parce que vous avez, par exemple, en Occident, des télévisions qui ne parlent pas du tout. Raza n'est plus dans les journaux. On ne parle rien, pas du tout. C'est à peine quelques brèves où on ne montre pas des images, mais cette situation ne peut plus durer. Maintenant, on est arrivé au point où c'est le plus possible. Je rejoins Saint-Pierre par rapport à l'idée de vouloir vider Raza, parce que la famine, c'est une technique. On va affamer la population, donc on va la pousser à quitter l'enclave palestinien pour la vider avec le rêve toujours, parce que 70%, 80% de Raza a été détruite, avec le rêve de récupérer ce territoire, bien sûr au détriment des conventions internationales, du droit international, parce que maintenant l'idée de la reconnaissance de l'État palestinien, pour aller dans le sens de Sofiane, elle est en train de s'installer. Rien qu'en 2024, il y a eu 9 pays qui ont reconnu l'État palestinien. L'idée de Netanyahou, ceux qui le soutiennent, c'est de rendre cette option, cette solution qui est préconisée par les conventions des droits internationaux, la solution de 2 États, comme un État non viable. Parce que maintenant, si vous suivez un peu le discours qui est développé notamment en France, parce que le président Macron, tardivement, va reconnaître l'État palestinien en septembre prochain. Oui. En septembre prochain. Maintenant, on dit, oui, mais quel État? Est-ce que c'est l'autorité palestinienne, l'autorité qui a Ramallah? Est-ce que c'est Raza, etc. Non, il y a un État palestinien qui a une population, qui a un territoire en grande partie spolié, volé par les colons israéliens, qui eux-mêmes sont des criminels parce qu'ils sont en train de commettre des crimes, notamment dans les villages en Cisjordanie. Et donc, cet objectif, bien sûr, est également expansionniste, parce que ce que dit Sofiane a raison, parce que l'idée c'est aller vers les terres jordaniennes, parce que ceux qui sont naïfs dans le monde arabe, qui ont normalisé entre guillemets leurs relations avec l'antisioniste, ils sont j'allais dire qu'ils vous montrent d'une grande naïveté, parce que l'antisioniste, son projet, c'est un ancien projet, c'est pas nouveau, c'est un vieux projet qui a été mûri et réfléchi, c'est d'aller vers les territoires jordaniens, libanais, syriens, irakiens, aller jusqu'à l'Iran, c'est aller à l'infini pour continuer à voler des terres, parce que les Juifs qui se sont installés grâce au Sykes-Picot de 1916, maintenant il y a un nouvel accord qui est en train de s'installer pour donner plus de territoire aux Israéliens, aux ceux qui pensent avoir le droit sur ces terres au nom d'un certain messianisme. En attendant, j'aimerais aussi rappeler qu'il y a une criminalisation notoire et une criminalisation scandaleuse de tous les actes, non seulement de solidarité avec le peuple palestinien, mais aussi de dénonciation, et aussi une criminalisation, par exemple, des actes de défense du droit international. Il faut rappeler que, par exemple, Francesca Albanese, qui est la rapporteure spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour le territoire palestinien, est persécutée, que le secrétaire général des Nations Unies lui-même a été persécuté, que les magistrats de la CPI sont persécutés, qui sont sanctionnés, et que tous les militants qui agissent dans la sphère de la solidarité, notamment dans les pays occidentaux, ont été poursuivis par la justice pour des actes de solidarité dont le navire Hamdallah de la coalition de la flottille de la liberté qui a été illégalement intercepté hier dans les eaux internationales. Je dirais Nalema, qu'ils ont été kidnappés. Parce que le comportement de cet voyou qui est donc l'antisioniste, les militants courageux, les 21 militants courageux qui étaient à bord de la... Qui ne sont pas armés, qui sont juste partis pour essayer de bloquer ce siège. Absolument. Transporter des aides humanitaires d'urgence. Le bateau transportait de lait pour les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent à cause de ça, de la nourriture et des médicaments. C'est un comportement humain. Et ils étaient à 74 km de Raza, donc ils étaient dans les eaux internationales. Et l'antisioniste a encore une fois violé le droit international parce qu'elle n'a pas le droit d'intervenir. Et la côte de Raza n'appartient pas à l'antisioniste. Malgré ça, ils ont été violentés aussi parce que vous avez vu les images. Ils ont été donc malmenés. Ces militants pacifistes, ces militants humanitaires qui sont venus aider. L'objectif, évidemment, c'est d'attirer l'attention sur ce qui se passe à Raza. Auparavant, il y avait Madeleine, et vous avez eu le même comportement parce que l'antisioniste ne recule devant rien. Est-ce que l'attaque contre Madeleine, contre les civils qui étaient à bord de ce bateau, qui s'est dirigé vers Raza également,
est-ce que l'entité sioniste a été condamnée? Est-ce que vous avez vu un Il y a État... aussi le silence des pays, des humanitaires qui viennent de 12 pays différents, qui n'ont rien dit par rapport au kidnapping de leurs ressortissants. Par exemple, l'État français. L'État français qui s'y prompte à donner des leçons d'histoire et de droit et de justice. Il y a deux militantes très courageuses d'ailleurs de la France insoumise, Gabrielle Catala et Emma Fourreau, qui ont été kidnappées. Je préfère utiliser le terme kidnappé. C'est un acte de kidnapping, donc c'est un acte criminel de piraterie maritime qui est condamné par le droit international. L'État français ne dit rien au contraire. On a entendu Jean-Noël Barrot, qui est ministre des Affaires étrangères, et qu'apparemment il y a un deuxième ministre des Affaires étrangères. On parlait hier dans l'émission Hebdo Show, qui est donc Bruno Retailleau. Barrot disait c'est irresponsable d'aller dans ces conditions vers Gaza. L'irresponsabilité est de se taire contre les crimes. Et de laisser faire, exactement. De laisser faire, de soutenir et d'armer. Parce que la France, l'État français, envoie aussi des armes à l'antisionistes dans des avions civils. Et ça a été condamné par des ONG, par des syndicats, etc. C'est ça les responsabilités, c'est ça la complicité de crimes. Ce n'est pas le fait qu'il y ait des humanitaires, des armées qui sont partis aider ou apporter assistance à une population réellement en danger. Autre actualité de la semaine aussi, messieurs, c'est la libération du plus vieux prisonnier politique de France et d'Europe. Je parle là du Libanais et militant de la cause arabe, Georges Brahim Abdallah, qui a enfin vu sa demande de remise en liberté acceptée après 40 ans de détention. Georges Abdallah, qui pourtant était libérable depuis les années 90 et qui avait des dossiers d'accusation vides depuis son arrestation, Sofiane. Exactement. Alors, c'est une petite victoire pour le mouvement de solidarité avec la Palestine et avec la cause arabe. Georges Brahim Abdallah a été libérable normalement depuis 1999. Il a été retenu d'une manière arbitraire pour des raisons politiques et sous pression. On va dire que même son statut de prisonnier politique et de combattant arabe, parce qu'il faut rappeler les conditions de sa détention. Georges Brahim Abdallah est un combattant libanais qui était dans la résistance libanaise à l'invasion trilatérale qui a connu Beyrouth en 1982, c'est-à-dire l'invasion française, sioniste et américaine à l'époque, et qu'il n'y avait pas de preuve de ce qu'on lui reprochait concrètement. On va dire que le large mouvement de solidarité et de sympathie avec la cause de ce militant a fini par payer via sa libération, et on a remarqué son retour triomphal dans son pays, c'est-à-dire le Liban, à Beyrouth, où il a été accueilli par des milliers de manifestants. Et on a remarqué aussi le fait que ce militant n'a pas abdiqué la cause qu'il a défendue pendant toute sa vie et qu'il a tenu à rappeler son attachement notamment à la cause arabe en général et à la cause palestinienne particulièrement, et qu'il a appelé à la mobilisation massive. Et tout de suite, notamment pour stopper le génocide en cours à Gaza actuellement. D'ailleurs, à une question, ce qui a vraiment retenu l'opinion publique, c'est qu'à une question qui lui a été posée par une chaîne libanaise, craignez-vous d'être assassiné, comme l'ont été d'autres grands dirigeants de la résistance, comme Hassan Nasrallah ou comme d'autres? Il a répondu, la priorité du moment, c'est de sauver la population palestinienne et la cause palestinienne et de stopper immédiatement le génocide qui est encore en cours. Alors, on salue vraiment, si vous voulez, la lucidité et aussi la force et la puissance des idées, des convictions de ce militant qui, à mon avis, devrait inspirer les jeunes générations. Faisal Mataoui, Georges Abdallah, un personnage qui dérange profondément l'entité sioniste et aussi Washington, qui a mis pendant des années la pression sur la France pour que cette libération ne soit pas faite. Oui, l'histoire de Georges Brahim Abdallah est une tache noire aussi dans l'histoire de la justice française. Nous, en tant qu'Algériens qui avons subi une colonisation de peuplement pendant 132 ans, on sait ce que c'est que la justice coloniale. On sait ce que c'est que condamner à mort des innocents, que se taire sur les actes de torture, etc. Et Georges Brahim Abdallah a subi dans sa chair cette injustice, et aussi ça donne aussi une idée sur l'indépendance et la souveraineté de la justice française qui a subi l'intervention américaine. Les États-Unis eux-mêmes ne sont pas vraiment un exemple en matière de droit, parce qu'on oublie qu'il y a Guantanamo. À Cuba, à ce jour, il y a des personnes qui sont détenues depuis 2001 qui n'ont jamais été jugées, et on ne sait pas à ce jour s'ils sont réellement coupables des attentats de 2001, de septembre 2001. Donc effectivement, Georges Brahim Abdallah, qui a retrouvé les siens donc à Beyrouth, il est sorti de prison tout de suite vers Beyrouth parce qu'on a peur de lui même à 74 ans. Lui qui a laissé tous ses vêtements et ses livres à ses co-détenus
Vous voyez, donc la générosité de l'homme qui est toujours là et qui n'a pas changé d'un iota, qui n'a pas changé de position. Donc les Georges Ibrahim Abdallah, c'est des hommes qui sont rares dans l'histoire, comme Nelson Mandela et d'autres, qui n'ont pas cédé sur leurs principes et qui restent toujours attachés à l'idée de permettre au peuple palestinien de retrouver ses droits, de disposer de ses terres, de terres spoliées. Je vous rappelle juste qu'il y a un film documentaire très intéressant sur l'histoire de Georges Ibrahim Abdallah qui avait été réalisé notamment par le collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui regroupe des militants, notamment français, mais aussi tunisiens et algériens. Le film s'appelle Fidaïen et il revient sur le parcours militant de ce personnage qui est devenu, alors qu'il est encore en vie, un personnage historique et je pense qu'on va encore entendre parler de lui parce que, si vous voulez, l'actualité est vraiment à la résistance, que ce soit en Palestine, mais aussi au Liban et en Syrie, où les conditions qui ont fait sa détention, malheureusement, demeurent toujours vivaces. Il s'agit encore de se confronter à la machine génocidaire, à la machine de guerre sioniste. Voilà un documentaire qu'on vous invite, très chers téléspectateurs, à voir. Mediapro, c'est juste après la pub. Mediapro est de retour, on continue de décrypter les actualités brûlantes de la semaine. Nous a rejoint sur le plateau Amin Bekkay, cofondateur du Hub 613. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation. Je reviens vers vous dans quelques minutes. On va tout d'abord parler de cette information. Ces derniers jours ont été marqués par une annonce surprenante ou pas de la part du président français Emmanuel Macron qui s'est résolu à reconnaître l'État de Palestine devant l'impasse diplomatique et le désastre humanitaire à Gaza. Emmanuel Macron qui a pris une décision qui a été saluée par certaines sphères diplomatiques mais qui immédiatement a déclenché une violente réaction de la part de l'extrême droite. La France, Faisal, on le sait, qui vit une véritable crise politique et institutionnelle. Les dissensions au sein du gouvernement sont devenues publiques. Je fais ici référence aux différentes sorties du ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, notamment la dernière où il a pointé du doigt, je cite, le macronisme. Absolument, Bruno Retailleau, qui est également ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Communication, il est un peu partout, ministre du culte, oui, en tant que ministre de l'Intérieur. Je voulais seulement ouvrir une petite parenthèse. L'Institut IFOP, vous connaissez l'Institut IFOP, c'est l'Institut français de l'opinion publique. Il a publié un sondage bidon pour dire que les Français rejetaient la reconnaissance, la décision du président Macron de reconnaître l'État palestinien. Et en faisant une petite recherche, on découvre que l'Institut IFOP est dirigé par Frédéric Dabi, qui est un juif sioniste lui-même, et qui a, à un moment donné, en 2018 par exemple, il a participé au forum J'aime Israël, à côté de qui? De Bernard-Henri Lévy. Donc faites attention aux sondages IFOP, c'est du bidon, ne les croyez pas. Maintenant, pour la crise qui existe au sein de l'État français, oui, c'est une crise qui est née il y a déjà plus d'une année, avec la dissolution du Parlement, les élections législatives, l'émergence ou la percée de l'extrême droite, la droite dure. Maintenant, on a du mal, il y a à faire la séparation entre les républicains et l'extrême droite, c'est la même chose. Parce que Bruno Retailleau, il se trouve qu'il est le chef des républicains. Et il est en train, évidemment, d'utiliser le dossier algérien pour sa propre campagne électorale. Il le fait d'une manière maladroite. Parce qu'il s'attaque à tout le monde, il n'informe même pas le ministère des Affaires étrangères dans l'histoire de la balise diplomatique. Et là, l'État français viole l'article 27 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations internationales. Donc, c'est pour ça que l'Algérie a tout le droit de saisir l'ONU en la matière, et c'est Bruno Retailleau qui le fait. Et il le fait, il est soutenu, bien sûr. C'est un acharnement de la part du ministère. C'est un acharnement, c'est une stupidité aussi, c'est un manque j'allais dire, de réflexion, c'est un manque de discernement, c'est un manque de prévision. Parce que si Bruno Retailleau, même si, à mon avis, il n'a pas du tout la stature d'être un candidat à la présidentielle, mais pour certains Français, oui. Parce que si vous écoutez les médias de Vincent Bolloré, qui est lui-même un extrémiste, européen par exemple, CNews, puisqu'on est à Mediapro, Journal du Dimanche, qui a fait la une à Bruno Retailleau, il croit qu'il est potentiellement candidat, comme ils ont essayé de le faire avec Éric Zemmour. Vous avez vu le résultat. Et donc cet homme attaque un pays, un État important. L'Algérie est un grand pays méditerranéen, africain, arabe,
qui a de très bons rapports, comme vous l'avez vu, avec des partenaires méditerranéens comme l'Italie, un partenaire historique pour l'Algérie, comme elle a d'excellentes relations avec des pays comme l'Inde, comme la Chine, comme les États-Unis. Et là, aujourd'hui, il y a une visite d'un haut conseiller du président Donald Trump. Donc, vous voyez, l'Algérie n'est pas un pays isolé. L'Algérie a d'excellents rapports. Il y aura bientôt d'autres visites importantes des chefs d'État africains, arabes, etc. Et donc, cet homme pense qu'en s'attaquant aux Algériens, qu'en s'attaquant à l'Algérie, parce qu'à chaque fois, on nous dit l'Algérie nous humilie, l'Algérie ne nous respecte pas, l'Algérie n'a pas peur de nous. C'est un comportement, j'allais dire, enfantin. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de la diplomatie, ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Il y a aussi certaines images qui ont massivement circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours, qui ont montré l'arrestation de l'artiste très controversé en France, Dieudonné, une arrestation qui aurait été motivée par un ordre du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Sofiane, est-ce qu'on peut parler, selon vous, de l'aggravation de la répression contre les voix dissidentes dans ce pays qui a longtemps prêché la démocratie et la liberté d'expression? Alors je pense que ça va de soi, il s'agit d'une aggravation très claire de la répression contre différentes voix dissidentes, qu'elles soient de gauche ou de droite, parce que Dieudonné est plutôt proche des cercles d'extrême droite, paradoxalement. Ça n'a pas empêché le ministre de l'Intérieur d'ordonner vraisemblablement son arrestation alors qu'il donnait un spectacle, ce qui remet en cause vraiment, si vous voulez, toute la sphère de la liberté d'expression, de la liberté artistique, quand il s'agit d'intérêts particuliers, parce que au-delà du fait que Bruno Retailleau soit un algérianophobe assumé, il s'agit aussi de quelqu'un qui est très très proche des milieux sionistes. Il s'agit d'une nouvelle droite dure et d'une nouvelle extrême droite qui est alliée de l'extrême droite sioniste. Et je pense que c'est cette nouvelle configuration qui est en train d'attiser les divisions en France. Il y a aussi plusieurs affaires qui ont défrayé la chronique en France, notamment le pseudo ou le dit suicide d'Éric Denessé, un ancien agent du renseignement français, ou alors de Marlex, un politicien assez respecté qui avait apparemment des projets politiques qui dérangeaient certaines sphères, qui posent beaucoup de questions, notamment dans certaines sphères, qui commence à questionner la situation actuelle en France qui devient de plus en plus dangereuse, non seulement pour les militants, si vous voulez, radicaux, ce qui était normal depuis la loi sur le séparatisme, depuis la répression du mouvement des retraites, depuis la multiplication des fichiers S contre des militants qui sont assignés à résidence, notamment des militants d'extrême gauche, depuis la dissolution administrative de collectifs. On peut citer le collectif Palestine Vaincra qui a été dissous par la décision du ministre de l'Intérieur et qui a débouté cette décision grâce à la justice. On peut citer aussi des collectifs d'extrême droite, par exemple comme le collectif Civitas qui a aussi été dissous arbitrairement, disent-ils, par une décision du ministère de l'Intérieur. Et donc il y a vraiment une multiplication d'actes d'hostilité, non seulement vis-à-vis de la liberté d'organisation, mais surtout vis-à-vis de la liberté d'expression qui est monopolisée par une oligarchie qui se radicalise à droite. Faisal a cité le cas de Vincent Bolloré, qui devient de plus en plus célèbre grâce à son monopole des médias, grâce aussi à un discours effréné, non seulement hostile à l'Algérie, mais aussi très russophobe, très sinophobe, très anti-palestinien, un discours qui est très très réactionnaire et qui jette les jalons, si vous voulez, d'un conflit et d'une guerre civile en France, parce qu'il s'agit de ça en sous-bassement. C'est-à-dire que, en plus de la crise politique qui a été générée par la dissolution du Parlement et par le fait que le président français Emmanuel Macron a deux blocs d'opposition, un bloc à sa gauche et un bloc à son extrême droite, ce qui fait qu'il y a une situation de quasi-ingouvernabilité, en plus du fait que le ministre de l'Intérieur s'ingère dans les affaires de la diplomatie, dans les affaires de la justice, et qu'il multiplie les polémiques avec des franges entières de la population, notamment via une islamophobie quasiment assumée. Il y a une multiplication aussi des entraves à la liberté d'organisation qui peuvent être un facteur de discorde très profond et qui, si vous voulez, donne une image qui était déjà assez écorchée d'une France à l'international. On rappelle par exemple que sur les questions de violence policière, la France a déjà été épinglée par l'Union européenne et même par l'Organisation des Nations Unies sur le caractère raciste et systémique. Il y a aussi autre chose, un malaise historique très profond et un malaise mémoriel. On remarque qu'il y a un négationnisme français qui est assumé mais qui est de plus en plus problématique et clivant à l'intérieur même de cette société, qu'il y a un malaise de la France avec sa propre histoire, que ça soit avec son histoire coloniale, mais aussi avec son histoire intérieure, avec par exemple la Deuxième Guerre mondiale Vichy, ou aussi la confrontation entre les républicains et les monarchistes qui commence à se ressentir. Il y a aussi
élément très important, la démission du chef d'état-major des armées dernièrement, qui a fait couler aussi beaucoup d'encre sur les vraies raisons de ça, parce qu'il y a un discours aussi belliciste et un discours guerrier qui monte de plus en plus et qui inquiète de larges pans de la société française, qui craint une guerre en Europe, parce qu'il y a aussi la question ukrainienne qui reste posée et une russophobie qui est, si vous voulez, de plus en plus dangereuse et qui fait peur à l'opinion publique française. Très bien, merci beaucoup Sofiane pour ce décryptage. Alors, on va loin des polémiques à présent, on revient en Algérie et on s'intéresse à présent à la mémoire, une mémoire qui a besoin d'outils nouveaux pour survivre à travers notamment l'animation qui fait son entrée dans le paysage audiovisuel algérien et à travers vous, notamment Amine Bekkay, cofondateur du Hub 613. Alors le Hub 613, normalement, c'est un consortium de start-up qui vise à apporter des solutions innovantes dans plusieurs secteurs. Corrigez-moi si j'ai tort. Et ce qui nous intéresse ce soir, ce sont les industries culturelles, notamment le film d'animation et le patrimoine. Amine, pourquoi, selon vous, l'animation est-elle aujourd'hui un moyen efficace pour transmettre l'histoire de l'Algérie ? D'abord parce que l'animation, c'est pour les enfants, c'est pour cette nouvelle génération. Mais en même temps, je voudrais évoquer quelque chose d'assez important. Allez-y. Avec ce flux d'informations, cette quantité d'informations internationales qui est derrière nos écrans. Alors je parle d'un téléphone et même d'un écran de télévision ou même d'une salle de cinéma. Comment peut-on avoir un petit moment pour nous? Quand je dis pour nous, c'est-à-dire nous, Algériens. Et c'est ça un petit peu ce qui résume notre manière de procéder, c'est-à-dire que notre approche holistique permet de voir un petit peu la problématique dans son ensemble et d'essayer de trouver la solution. Donc nous avons trouvé la solution de commencer par un dessin animé qui est adapté aux normes standards et aux normes internationales et justement qui est fait pour capter l'attention de cette nouvelle génération. Et quels sont les outils que vous utilisez? Peut-être l'intelligence artificielle? Alors l'intelligence artificielle, à bon escient, oui, on l'utilise. Mais pas que, hein. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle sans l'humain, pour nous, ce n'est pas vraiment un outil indispensable. Parce que il y a des dessinateurs qui ont fait oui, bien ça, sûr, des artistes, des dessinateurs oui. et même des scénaristes. Scénaristes, oui. Voilà, qui œuvrent pour travailler sur cet animé-là, qui est vraiment censé véhiculer l'histoire déjà de notre pays, enseigner l'histoire à nos enfants, mais surtout les captiver et, on va dire, détourner un petit peu leur attention de ce qui est servi à l'échelle internationale. Ce sera des épisodes courts, que des épisodes longs, comment ça va se passer? Alors, le projet dans son ensemble ne se limite pas qu'à un dessin animé. C'est-à-dire que nous sommes... c'est bien au-delà. Vous savez, l'Algérie, c'est 2000 ans d'histoire. Hein. Notre histoire ne se résume pas à la guerre de l'indépendance. Hein. On peut remonter encore à la résistance populaire, voilà, l'Empire ottoman, l'arrivée de l'islam, voire même l'Antiquité. Hein, la Numédie, le grand héros de Numédie, notamment Phénicien et tout. Augustin, etc. Donc, comme je vous ai dit, nous sommes vraiment à la recherche de gratter le maximum de temps que nous pouvons nous accorder à nous-mêmes en tant qu'Algériens. Donc, ce dessin animé, il y aura la version longue déjà, le dessin animé long, et il y aura la version en série. Hein. Vous avez déjà un nom pour... Alors c'est Abtalouna. Abtalouna, nos héros. Vous savez pourquoi Abtalouna? J'anticipe un petit peu la question. C'est parce qu'on revient un petit peu à la genèse de la naissance, de la quintessence, de la naissance des super-héros. Hein. Ça date de l'Empire, ça date de la mythologie grecque et tout. Hein. Ça va de Héraclès, Achille, voire même aux super-héros de DC Comics et tout. Oui. Mais ça a toujours été quelque chose qui a été créé à un bon moment, au moment voulu, pour améliorer le moral des gens, ou enlever une anxiété, une peur, motiver. Ça a toujours un aspect... C'est une vertu psychologique. Exactement. Et c'est un petit peu notre rôle. Donc quand on voit que Superman, en 1938, a été créé, secondé juste après par Captain America, qui montrait un petit peu les valeurs des États-Unis, c'est des super-héros de fiction. Nous, avec cette réflexion, on s'est dit, nous avons nos propres super-héros. C'est-à-dire, ils sont là. Dans nos réalités, ils sont réels. Et ils sont réels. Il faut leur redonner vie. Voilà, c'est des gens qui ont vraiment contribué, qui ont des valeurs inestimables. Et on veut vraiment faire passer ce message à nos enfants. Hein. Dire,
il n'y a pas que les super-héros internationaux que vous êtes en train de voir, il y a nos super-héros. Et qui nous ressemblent beaucoup plus, parce qu'il y a une autre problématique derrière ce dessin animé, hein, qui est, avec ce que je disais, cette quantité d'informations qui nous est servie, il y a des messages subliminaux. Ces messages-là ne nous ressemblent pas. Ce n'est pas de notre culture, ce n'est pas de nos traditions, et ce n'est même pas de nos valeurs. Hein. Et un point très important, je me suis documenté beaucoup justement avant d'aller sur cette idée-là, c'est que ce que vous recevez comme flux d'informations, même si ça ne vous intéresse pas, ça alimente votre subconscient. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle les guerres cognitives actuellement, c'est très intéressant. C'est exactement ça. D'ailleurs, Sofiane, il y a de nombreuses productions d'animation, des dessins animés qui sont produites par des entreprises françaises, des boîtes françaises. Et c'est donc important pour nous, en tant qu'Algériens, de se réapproprier notre histoire. Bien, absolument, Exactement. et surtout à travers le moyen de la bande dessinée, parce qu'en Algérie, il y a un festival qui s'appelle le Festival international de la bande dessinée, le FIBDA. Le FIBDA, ouais. Un festival qui est très fréquenté par les jeunes, par les adolescents, les préadolescents. Personnellement, j'ai vu ça. Et j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de demandes sur les bandes dessinées en papier. Là, c'est une version donc, virtuelle. Maintenant, pour les traits, je voulais savoir, est-ce que pour les traits, est-ce que vous, parce que ce que je vois, c'est surtout le manga japonais. Est-ce que vous utilisez toutes les formes, c'est-à-dire la bande dessinée franco-belge, le comics américain et le manga japonais, ou c'est un mélange Oui, en fait, c'est vraiment un mélange. Un mélange. Si on voit bien, c'est vraiment un mélange. Et derrière ce mélange, il y a une idée, hein, parce que je vous ai dit, on ne se limite pas qu'au dessin animé. Hein. Voilà. D'accord, et ça va ressembler à quoi concrètement? Vous allez faire appel peut-être à des acteurs algériens pour faire les voix ou... Clairement. Pour le doublage, oui. Voilà. Nous Pour sommes les sur doublages. une production Vous avez qui des pistes est en ce moment? purement ou c'est encore algérienne. en cours? Quelques pistes, oui, en réserve. On peut avoir peut-être un scoop? On n'a pas encore leur accord, donc... Moi, j'aimerais intervenir sur un aspect important, sur l'aspect de contre-guerre psychologique et aussi de guerre cognitive qui est très important. On remarque actuellement qu'il y a une dimension qui est devenue vraiment prégnante dans, si vous voulez, les conflits internationaux. C'est ce qu'on appelle les guerres informationnelles et les guerres cognitives. C'est le propre des conflits de 5e génération. Et on a besoin aussi d'assurer des outils de défense cognitive. De soft power? Non seulement de soft power, là on est au-delà du soft power. C'est ce qu'on appelle la défense cognitive. C'est-à-dire que le flux d'informations qu'on reçoit permet, si vous voulez, de créer et d'ancrer des convictions chez les gens sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Et il s'agit aussi d'assurer une forme de bouclier à une population qui a besoin aussi d'être ancrée avec des repères historiques et aussi avec des repères imagés. Et le film d'animation est très important dans ce sens-là. On a remarqué à l'international qu'il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été très réussies sur ça. On parlait tout à l'heure de la guerre du Liban. Il y a par exemple le film Valse avec Bachir, qui est un film d'animation qui a réussi à impacter vraiment l'opinion publique internationale et à donner une version et à alimenter les débats, on va dire, à alimenter les débats autour d'un conflit où il y avait une version et une narrative dominante qui était installée et où il y a beaucoup de complications. Aussi sur le fait de l'histoire multimillénaire de l'Algérie. C'est-à-dire qu'on a 3000 ans, même plus, d'histoire. Si on remonte, par exemple, aux fresques rupestres, on a plus de 10 000 ans d'histoire. Et le support image et le support dessin peut être très très important pour justement illustrer par exemple des époques comme les époques antiques qui sont très coûteuses à mettre en scène au cinéma par exemple. Ils sont très, très peu connus aussi parce que nous parlions la dernière fois de la chrétienté, l'Algérie qui est l'une des anciennes terres de chrétienté de l'Antiquité. Ça n'apparaît pas beaucoup même dans nos écrits. Ça veut dire que maintenant, ce serait bien aussi qu'il y ait de la bande dessinée parce que c'est important, parce que ça interpelle, ça intéresse les jeunes, ils peuvent apprendre beaucoup de choses. Tout à l'heure, on voyait des images d'un long métrage qui s'appelle Khamsa, oui. parce on constate ces derniers temps de l'intérêt pour les films d'animation. Et vous savez que dans les box-office internationaux, à travers le monde, c'est les films qui rapportent le plus d'argent. Avec les blockbusters, etc. Est-ce que vous êtes dans votre projet, vous êtes dans l'idée d'aller un peu plus loin que uniquement la bande dessinée sur plateforme numérique? Est-ce que vous allez plus loin dans des productions dans le même films d'animation, par exemple. Oui, déjà. Oui, nous sommes déjà il y a un dessin animé qui a été réalisé avec ce style-là, mais c'est un dessin animé, c'est une fiction.
Et on a enchaîné juste après avec ce dessin animé. Mais l'idée, c'est de ne pas se limiter là. L'idée, c'est de... Vous savez, dans notre métier, on a un fondement qui est très simple. Hein. Le digital n'est pas un secteur isolé. C'est un levier transversal. Donc nous, on vient en fait enchaîner à travers une multitude de solutions sur ce projet-là. Nous sommes même sur de la réalité augmentée, sur 2000 ans d'histoire. L'idée, c'est de mettre un casque VR et de se projeter à n'importe quel moment de l'histoire de l'Algérie et d'essayer de visiter un petit peu comment c'était. Voilà. Très bien. Du coup, de mettre en lumière les différentes étapes de l'histoire multimillénaire algérienne via justement le support animation. Parce que, et comme mettre en valeur le patrimoine algérien. Et aussi de mettre en valeur le patrimoine algérien. Parce qu'au cinéma, ça reste très très coûteux. On voit par exemple le fait de, si vous voulez, essayer de mettre en scène des péplums de l'Antiquité, c'est très coûteux et c'est très difficile et compliqué. Maintenant, avec les VFX, avec les effets spéciaux, avec les studios numériques, etc., la 3D, etc., un peu... mais on a vu, par exemple, ce qu'a coûté Gladiator l'année dernière, le Gladiator. C'est très... En ce sens, je voulais citer un nom, c'est de Sami Lamouti, qui est un Algérien qui travaille pour les studios d'Hollywood, qui est installé au Canada, qui veut venir en Algérie ouvrir un studio de ce genre. Et ce sera le premier studio en Afrique. Peut-être qu'il pourra travailler avec vous, avec toutes ces startups qui sont en train de faire du bon travail, parce que le cinéma algérien a aussi besoin de ces outils qui sont devenus très modernes. Parfois, ça coûte moins qu'une bataille. C'est vrai que les scènes de bataille, notamment pour le cinéma épique, ça prend beaucoup de temps. Il faut beaucoup de figurants, des costumes, des décors, etc. Et le virtuel, la réalité augmentée permettent quand même de réduire les coûts, mais également de gagner du temps. Sur la bande dessinée, une information juste qui me paraît importante, c'est que cette année, il y a une bande dessinée qui a été publiée avec l'aide du ministère des Affaires étrangères suisse sur les accords d'avion et sur tout le processus. Hier, on parlait par exemple de Seytaï Bolhalof, il est illustré dans cette bande dessinée. C'est une bande dessinée qui est très intéressante et qui montre tout le chemin parcouru par les négociateurs et les diplomates de génie algériens pour arriver justement à l'indépendance et au 19 mars 1962. Il faut rappeler aussi que la Suisse avait à l'époque un rôle de médiateur via le célèbre diplomate Olivier Long qui a servi, si vous voulez, de médiateur et qui a facilité les accords d'avion. La bande dessinée est à conseiller, elle est disponible gratuitement. Amine, une dernière question pour vous. Est-ce que vous pensez que le film d'animation pourrait être une bonne alternative aux classiques documentaires ? Oui, tout à fait, surtout, j'insiste, pour cette nouvelle génération. Oui. Faisal Moutaoui, vous rejoignez notre invité ? Oui, tous les genres ont leur place. Et le documentaire reste quand même une forme aussi très élaborée du cinéma du réel. Et maintenant, on ajoute le docu-fiction, ça veut dire le mélange de la fiction avec le documentaire. Parce que même en ce sens, il y a des projets actuellement en Algérie. Par exemple, il y a un projet de Abdelkrim Skar sur Othman Bali, le chanteur de Jeannette, où le projet va être lancé bientôt. Et je pense que les outils informatiques, les outils numériques, etc., permettent aussi de raconter beaucoup d'histoires. Tout à l'heure, Sofiane parlait de l'histoire de l'Algérie. Si on commençait à parler de ce qu'on peut appeler le Moyen-Âge algérien, les Rostomites par exemple, l'histoire du Zilij par exemple, les Zianides avec le Meshwarat Lemsel, les Hamadites à Bjaya, toutes les dynasties que l'Algérie a connues. Il y a plein de choses à raconter parce que les Français nous ont dit que vous n'étiez pas une nation, vous n'étiez pas un pays, vous n'étiez pas une civilisation. C'est ce que disait le président Macron, n'est-ce pas? C'était une colonisation qui a trouvé des palais, qui a trouvé des jardins, qui a trouvé des bijoux, qui a trouvé des habits de femmes, etc. Nous avons besoin, et je suis d'accord avec Amine, de raconter tout ça aux nouvelles générations. Une petite question pour Amine. Est-ce qu'il y a des velléités de coopération avec le ministère de la Culture, justement pour la mise en scène de films d'animation? Oui, nous sommes justement dans ce sens. C'est déjà oui, c'est déjà en cours. Avec le ministère de la Culture et des Arts. Le ministère de la Culture. En tout cas, on a très hâte de voir ça. Merci beaucoup, Amine Bekay. Merci, je vous remercie, également à vous, Sofiane Baroudi, à vous également, Faisal Moutaoui, pour avoir enrichi ce débat. Merci à toute l'équipe technique pour tous les efforts fournis. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous rester fidèles. C'était le dernier numéro de Mediapro de cette saison. Je vous dis à très bientôt sur Al24 News.